bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce samedi. Le président Alassane Ouattara a quitté Sharm el-Cheikh en Égypte où il a pris part au Forum Africa 2017 qui promeut la coopération Sud-Sud. Le président ivoirien se rend en France pour une autre rencontre. C'est un sommet pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ici à Abidjan, ICASA 2017, la conférence internationale sur le sida et les infections transmissibles en Afrique a refermé ses portes ce samedi. En présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, les délégués issus de plusieurs pays penchent pour une Afrique sans sida d'ici à 2030. La Banque mondiale apporte un crédit de 125 millions de dollars, soit environ 69 milliards de francs CFA pour favoriser une croissance solidaire. Ce décaissement est l'expression d'un soutien aux efforts du gouvernement ivoirien pour développer notamment les secteurs de l'éducation et de l'énergie. La France dit adieu à Johnny Hallyday. Ce samedi, sur les Champs-Élysées à Paris, des milliers de fans de l'artiste se sont rassemblés pour un hommage populaire. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons cinéma avec le film d'animation intitulé Dia Oufouette. C'est un long métrage qui relate l'enfance du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décédé, je rappelle, le 7 décembre 1993. Qu'est-ce qui a marqué l'enfance, l'adolescence de Dia Oufouette? Le réalisateur de ce film d'animation, coproduit par la RTI et une autre structure ivoirienne, est avec nous. Abel Kwame Nguessan, alias Kansoufle, producteur, réalisateur, nous répondra dans quelques instants. Bonsoir, monsieur Abel Kwame. Bonsoir. Alors, votre studio, en partenariat avec la RTI, vient de produire Dia Oufouette, un film qui retrace, comme je l'ai dit, l'enfance, l'adolescence de Félix Houphouët-Boigny. Absolument, c'est notre quatrième long métrage, c'est notre quatrième bébé et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le produire et voilà, on est très impatient de présenter ça au public. Et on va en parler, ce sera dans une trentaine de minutes exactement dans la page culture. À tout à l'heure donc avec Kwame. Le président Alassane Ouattara a quitté Sharm el-Cheikh en Égypte où il a pris part au Forum Africa 2017 qui promeut la coopération Sud-Sud. Le président ivoirien se rend en France pour une autre rencontre. Il s'agit d'un sommet pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan le 13 décembre prochain. Pendant ce temps, ici à Abidjan, ICASA 2017, la conférence internationale sur le sida et les infections transmissibles en Afrique a refermé ses portes ce samedi. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les délégués issus de plusieurs pays ont plongé sur une Afrique sans sida en 2030. Explication détaillée avec Franck Quadio. 6 jours de réflexion, de lobbying, de sensibilisation et d'échange autour des questions liées au VIH-Sida et des IST en Afrique. Le 19e ICASA referme ses portes. Près de 6 000 participants venus contribuer à franchir le pas pour atteindre en 2030 la réalisation de l'objectif 90% de personnes dépistées et traitées et 0 nouvelle infection. Mission réussie selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan vient d'amplifier le combat contre le sida et jeter de nouveaux défis dans notre périmètre de responsabilité. La tâche paraît certes ardue, mais elle reste passionnante et surtout citoyenne, en ce sens qu'elle est attachée à la sauvegarde de la vie de nos populations, à l'essor économique et social également de notre continent. Une réelle occasion s'offre désormais à nous pour gagner définitivement le combat contre les infections et les maladies, et surtout la bataille de la vie. Des raisons d'être satisfaits, car les interrogations liées au niveau de contribution des pays africains dans la recherche et de la riposte contre le VIH et la stigmatisation ont été en bonne partie dissipées, selon le Dr Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, président de l'ICASA 2017. Et en parlant d'engagement, tous ont salué l'implication du président de la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse en faveur de la lutte. La Côte d'Ivoire a par ailleurs augmenté son budget consacré à la lutte contre le sida, 21 milliards pour 2018 à 2020 contre 4,2 milliards en 2016. La Côte d'Ivoire a souscrit à un programme universel pour interrompre la chaîne de transmission et éliminer l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Dans ce cadre et en vue de la mise en œuvre de leur plan d'accélération,
l'ONU-SIDA a bien voulu accompagner 4 pays en Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dispositif a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées notables dans le cadre de la lutte contre l'infection VIH-Sida. Ainsi, la prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, puis 2,7% dans la situation donc actuelle. Face à ce taux de prévalence en nette baisse, mais encore élevé, l'objectif défini par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à l'ouverture officielle de la 19e ICASA, le lundi 4 décembre 2017, est de réduire ce taux de prévalence à 1% en 2020. Une volonté de l'État ivoirien qui, selon le vice-président, remonte à l'introduction des ARV dans le traitement anti-VIH-Sida. Daniel Kablan-Decamp, qui a aussi espéré une portée positive des travaux de l'ICASA. La conférence, dont les résolutions s'articulent autour de la nécessité d'une meilleure implication des leaders et communautés, des gouvernants et partenaires et d'une conduite efficace des programmes scientifiques, de quoi satisfaire les participants. C'est là où on interpelle un peu tous nos scientifiques africains, parce qu'il y en a plein dans les grandes universités. Je voudrais les appeler pour qu'ils prennent en compte le fait qu'ils doivent aussi faire partie de la lutte contre le sida et s'assurer que nos pays en Afrique aussi aient accès au traitement. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande une génération sans hépatite virale aussi. Donc je vais dire aujourd'hui, sida, hépatite virale, les États ont compris qu'il faille aller dans la population, dans la communauté. Nous avons retenu 3 points essentiels, c'est-à-dire qu'une forte implication des jeunes désormais dans la question du VIH-Sida. Et deuxième point essentiel, ce sont les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires pour une plus grande implication. Et troisièmement, il faut davantage responsabiliser les populations clés dans leur prise en charge pour qu'il n'y ait plus de nouvelles infections. ICASA 2017, 19e édition à Abidjan, c'est fini. La prochaine édition aura lieu à Kigali, au Rwanda, en 2019. Le Parlement ivoirien veut se rapprocher de toutes les couches sociales, notamment des jeunes. C'est l'objectif affiché par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a échangé aujourd'hui avec des jeunes à l'hémicycle. La rencontre a porté notamment sur la réconciliation nationale et l'entrepreneuriat. Le reportage de Michel Digri. 250 jeunes triés sur le volet issus des différentes régions du pays, mais aussi de la diaspora. Ils sont à l'Assemblée nationale pour comprendre le fonctionnement de l'institution, mais aussi échanger avec le président du Parlement sur des questions qui les préoccupent. En Côte d'Ivoire, les jeunes ont tendance à attendre de travailler dans le bureau. Il serait intéressant que le gouvernement enseigne, éduque la jeunesse ivoirienne sur l'entrepreneuriat. Mon intérêt de participer, c'est d'apporter ce qu'on appelle comment nous allons créer de l'emploi pour les Ivoiriens. J'ai bien pu comprendre que les jeunes de Côte d'Ivoire veulent nous connaître, veulent nous rencontrer, veulent parler avec nous, veulent discuter avec nous. Alors, ce cadre est un cadre d'échange. Tous les sujets sont donc abordés sans faux fuyant. Je pense que c'est une bonne initiative que le PAN a mis en place parce qu'il crée à partir de là une certaine proximité entre les jeunes de la Côte d'Ivoire et lui. J'ai proposé au président de l'Assemblée nationale qu'on puisse introduire une loi et il m'a conduit vers notre député qui est Yasmina Ouyen, que je vais chercher à rencontrer pour proposer cette loi-là qui va passer à l'Assemblée nationale. Nous sommes là, nous partageons avec lui, nous apprenons un certain nombre de choses avec lui, et nous nous posons un certain nombre de questions. J'aimerais que ça s'établisse dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de la présidence ou au niveau de plusieurs ministères, pour que les jeunes puissent s'exprimer ainsi. Le président du Parlement a incité les jeunes à se lancer dans des projets novateurs qui leur permettront de se prendre en charge. L'État sera à leur côté pour des financements, a-t-il rassuré. Guillaume Soro a réitéré son appel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et a invité les jeunes à œuvrer pour la cohésion sociale dans le pays. Au chapitre défense de cette édition, 3 hôpitaux militaires, Korogo, Boaké et Daloa, seront construits bientôt parallèlement à la réhabilitation de celui d'Abidjan, afin de permettre aux médecins militaires de travailler dans de très bonnes conditions. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'était à l'occasion de la clôture des États généraux des services de santé des armées à Grand Bassam. Michel Digri.
La santé des soldats au cœur des priorités de l'État ivoirien. À la faveur des états généraux des services de santé des armées, le ministre Ahmed Bakayoko a dévoilé le plan du gouvernement pour assurer une meilleure prise en charge médicale des militaires. Nous sommes vraiment en phase parce que vous rencontrez à un moment où justement nous allons engager des investissements importants dans le domaine de la santé à travers la construction de 3 hôpitaux modernes à Korogo, à Boaké, à Daloa et la réhabilitation de celui d'Abidjan aux normes internationales avec un engagement et un soutien financier de l'Inde qui est déjà acté. Le ministre de la Défense donne les raisons de ces gros investissements en faveur de l'armée. On voit bien qu'on a un secteur qui demande plus d'efforts et qui a plus de risques, donc il y a plus d'engagement à avoir dans la santé des militaires. Et si nous arrivons à mieux gérer la santé des militaires, on n'aura plus ces grands malades qui sont pratiquement pendant de longues années dans nos effectifs. On aura des militaires bien portants et ces militaires bien portants seront là pour une armée modèle, une armée reconstruite que nous voulons à l'image du pays qui se reconstruit. Un livre blanc qui adresse toutes les préoccupations des militaires pour un service de santé des armées plus performant sera remis au ministre de la Défense à l'issue de ces états généraux. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient d'être distingué meilleure stratégie d'État en Afrique. Le pays a reçu avec le Maroc le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017. Et c'est la ministre Nialé Kaba qui a réceptionné le trophée à Paris, en France. L'événement a réuni plus de 400 décideurs du monde. Explication détaillée avec Francis Boifou. Tout sourire. La ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba présente le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017 en Afrique au personnel de son département ministériel. La Côte d'Ivoire et le Maroc sont lauréats de ce prix décerné à Paris en novembre dernier lors de l'Africa Investment Forum and Awards. Un prix raflé devant l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, le Ghana, le Sénégal et l'Angola. Selon les organisateurs, l'argument qui a pesé en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est la réussite de la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Depuis 2012, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, déroule une stratégie avec l'objectif de relever de façon substantielle le niveau de vie des populations ivoiriennes, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la transformation structurelle de l'économie et accroître sa résilience. Ce prix est une reconnaissance de la qualité du travail qui est fait. En charge de l'exécution du PND, Nialé Kaba remercie l'ensemble des membres du gouvernement, les partenaires au développement et le secteur privé pour toutes les actions visant à développer la Côte d'Ivoire. L'État va s'employer à davantage accroître les résultats. Au personnel du ministère du Plan et du Développement, la ministre recommande la rigueur et le travail bien fait dans l'élaboration des stratégies. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. La Banque mondiale apporte un crédit de 125 millions de dollars, soit environ 69 milliards de francs CFA pour favoriser une croissance solidaire. Ce décaissement est l'expression d'un soutien aux efforts du gouvernement ivoirien pour développer notamment les secteurs de l'éducation et de l'énergie, comme nous l'explique Jean-Luc Bambo. Dans le domaine des finances publiques, cette opération approuvée par la Banque mondiale portera sur la suppression de plusieurs exonérations de TVA dans le but d'augmenter les recettes fiscales de 18 milliards de francs CFA en 2018. Dans le secteur de l'éducation, elle permettra d'augmenter la durée des enseignements et de prendre en charge les élèves, en particulier ceux en difficulté scolaire. Concernant le volet énergie de ce financement, le traitement par l'État des factures d'électricité impayées contribuera à accroître les recettes sans hausser les tarifs. Enfin, la promotion de la transparence dans la filière du cacao permettra à la Côte d'Ivoire d'atténuer les risques et de protéger les pouvoirs publics, les exportateurs et les producteurs contre les pertes évitables. La Côte d'Ivoire a déjà enregistré, grâce à la première phase de ce programme, des progrès satisfaisants dans les domaines ciblés comme le processus de passation des marchés publics ou le taux de redoublement scolaire. Ce programme de financement fait partie intégrante du cadre de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2019, lui-même conçu pour soutenir le plan de développement national 2016-2020.
On s'intéresse à présent au 8e forum postal africain qui vient de s'achever à Abidjan pour faire face à la menace qui pèse sur le courrier, sa principale activité. Les postiers, au terme de leurs travaux, ont fait l'option de concilier mutation technologique et services de proximité. Leur objectif est clair, adapter la poste à l'évolution du monde. L'enseigne Bakayoko. Rideau sur la 8e édition du forum postal africain. Pas de résolution forte, mais une vision partagée. La révolution numérique ayant entraîné le déclin du courrier, son cœur de métier, la Poste décide de se réinventer un nouveau modèle économique. Dans un tel contexte, les gouvernements et les régulateurs ont pour mission de faire en sorte que le marché postal fonctionne dans un environnement juridique et institutionnel assaini en mettant en place des politiques sectorielles et des mécanismes de régulation garantissant le service postal universel et l'exercice de la concurrence, bien entendu saine et loyale, au bénéfice des citoyens. Grâce à son vaste réseau et à sa palette variée d'outils digitaux, en l'occurrence la banque postale, l'implication des pouvoirs publics devrait donner plus de moyens à la Poste pour faire face à la concurrence. Mais il va falloir aussi injecter de nouveaux capitaux. Je saisis donc cette occasion pour prier les organisations internationales, les entreprises locales ici, les bailleurs de fonds, d'apporter leur appui à la mise en place d'infrastructures postales favorisant ces objectifs. S'adapter ou disparaître, l'équation a visiblement trouvé une solution efficace. On avait tous prédit la mort de la Poste parce que les TIC étaient arrivés, mais en réalité, c'est une opportunité pour que nous puissions améliorer notre catalogue d'offres et de services. Plus de 300 participants, dont 31 directeurs généraux, ont effectué le déplacement de la capitale économique ivoirienne. On parle aussi autonomisation de la femme dans ce 21 centre pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin existe désormais dans la commune d'Atekoubé. La directrice exécutive d'ONU Femmes et la ministre de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité ont procédé à son inauguration. Ce centre permettra d'encadrer et de former les femmes entreprenantes. Grâce Kando. Des milliers de femmes se tournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat qui apparaît comme une des solutions pour pallier les difficultés économiques. Pour donc encadrer les femmes, un centre de formation de l'entrepreneuriat féminin vient de voir le jour dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes une commune famille, une commune heureuse en ce jour. Et nous saisissons l'opportunité pour lancer un appel à toutes les femmes. Le moment est venu de prendre leur destin en main, de s'assumer. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir, pour leur donner la véritable rampe de lancement social, qui est l'autonomisation des femmes. Toutes les femmes, toutes les mamans feront l'effort de venir dans ce centre, venir se renseigner et envoyer leurs projets. Même si elles ont les idées des projets, elles pourront venir et mettre ces projets-là pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour elles, pour qu'elles soient autonomes. Bâtir sur une superficie de 400 mètres carrés, ce centre a été financé à travers la coopération japonaise à hauteur de 50 millions de francs CFA en partenariat avec l'ONU Femmes. Ce genre de centres, ce sont des centres qui permettent à des femmes de non seulement accroître leurs compétences, mais également avoir les relations et les échanges qui leur permettraient de développer leurs différentes activités. C'est un centre qui est implanté à Atekoubé, mais qui appartient à toutes les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui ont envie d'exercer dans ce domaine et devenir autonomes. Le centre de promotion de l'entrepreneuriat féminin sera le lieu de renforcer la formation entrepreneuriale des femmes en Côte d'Ivoire, d'identifier et d'accompagner les femmes entrepreneurs à fort potentiel d'impact et de créer un réseau de femmes. Les femmes de la région de Gbeke s'organisent aussi. Elles viennent d'organiser une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kwasi, cadre de la région de Gbeke. Le reportage de Kader Sogodogo. L'ancien stade de Boaké est pris d'assaut par des associations de femmes venues de toute la région de Gbeke. À l'initiative de l'ONG Oukademe, ces femmes rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement pour toutes les actions menées en faveur des populations ivoiriennes. La ville de Boaké ne pouvait
rester en marge de toutes les régions qui ont rendu un vibrant hommage au président de la République pour l'accession à la magistrature suprême. Le président de l'ONG revient sur quelques actions du chef de l'État pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a la paix en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a la redynamisation du secteur de la santé. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a les écoles primaires partout, dans tous les villages. C'est grâce à Alassane Ouattara que nos frères qui ont été maltraités en Libye sont rentrés dernièrement. Parrain de cette grande mobilisation, le ministre Jean-Claude Kwasi, avec à ses côtés les élus et cadres de Gbeke, a annoncé une autre célébration. Dans la solidarité que nous sommes en train de bâtir et dans la cohésion, nous envisageons, dis-je, d'organiser dans les toutes premières semaines de l'année 2018 une grande, très grande cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Une cérémonie que le président de la République et son épouse, Madame Dominique Ouattara, n'oublieront jamais. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution à ce grand rendez-vous de reconnaissance et de soutien à Alassane Ouattara. Et toujours en politique, les communicateurs du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, réfléchissent sur les enjeux de la réconciliation. Leur objectif, promouvoir la pensée politique et idéologique de Félix Houphouët-Boigny et sceller l'union sacrée au sein de la famille du RHDP. Le reportage d'Olivier Iriebi est commenté pour vous par Sidonie Davila. La décennie de crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire a dégradé le tissu social entre les populations. Depuis 2011, de nombreuses actions ont été entreprises par les autorités ivoiriennes pour tenter de le reconstituer. Lors de l'atelier de réflexion initié par le groupe des communicateurs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le vice-président du RDR explique l'engagement du président de la République de réconcilier le peuple ivoirien. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, a initié et mis en œuvre une politique nationale de réconciliation basée sur 3 valeurs essentielles: la vérité, la justice et le pardon. Niamien Ngouran du PDCI RDA pense pour sa part que des efforts restent encore à faire pour la consolidation de la paix et la réconciliation. Depuis 1999, nous sommes une nation à la recherche de la réconciliation. Les Ivoiriens doivent se donner les moyens de reconstruire leur capacité collective à relever tous les défis. Au cours de cet atelier qui a réuni les chefs coutumiers, les religieux et militants du RHDP, un hommage a été rendu au président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour leur vision de rassemblement des Ivoiriens. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, se redynamise. Le parti vient de procéder à la remise officielle des feuilles de route aux secrétaires nationaux et aux membres des commissions techniques. L'objet de cette rencontre est de permettre à ces missionnaires de l'UDPCI de déterminer les mécanismes de financement et faire des contributions sur les questions d'actualité. Ahmed Traoré, Herman Djivi. Élaborer des fiches hebdomadaires d'analyse de l'action gouvernementale, faire des contributions sur les questions d'actualité politique, économique et sociale, ce sont, entre autres, les missions assignées aux secrétaires nationaux et aux membres des commissions techniques de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Et ce, par la remise officielle des feuilles de route. Selon le docteur Touakeus Mabri, président du parti, les secrétaires nationaux et les membres des commissions techniques seront désormais l'épine dorsale du parti. Il est bon que les commissions techniques qui procèdent à la relecture du projet de société, du programme de gouvernement se mettent à la tâche pour que secteur par secteur, nous ayons donc une analyse des lieux et des mesures pour attaquer les problèmes que les Ivoiriens connaissent. Les membres du parti mis en mission par le président de l'UDPCI
juge cette démarche opportune. La commission technique, c'est une commission de veille qui va essayer de plancher sur les questions de réconciliation, sur les questions de paix, et sur les questions de cohésion sur des cultures. Le ministère de l'Intérieur est un secteur vital pour la nation. Il sied que le parti essaie d'analyser tous les points pouvant lui servir pour son éventuelle gestion de l'État. Les secrétaires nationaux et les membres des commissions techniques se réunissent en session ordinaire une fois par mois. Toutefois, le secrétaire général du parti peut convoquer des sessions extraordinaires pour débattre des questions spécifiques. À l'étranger, après le soutien politique au mois de juin dernier, le G5 Sahel a maintenant gagné un soutien logistique et matériel de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui demande à la MINUSMA d'apporter un soutien logistique et matériel aux forces antiterroristes du G5 Sahel. Paris, qui portait cette résolution, aurait souhaité un soutien plus large et pérenne, mais Washington a refusé que les fonds de l'ONU soient engagés dans la force du G5. Paris a donc proposé la mise en place d'un fonds spécial géré par l'Union européenne pour obtenir un consensus. La France dit adieu à Johnny Hallyday. Tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Voilà, comme vous avez vu sur ces images, ce samedi, donc sur les Champs-Élysées à Paris, les fans de l'artiste se sont rassemblés pour un hommage populaire. Des milliers de personnes, anonymes, responsables politiques et vedettes de la chanson et du cinéma étaient présents. Ils ont suivi le cortège funéraire de la star jusqu'à l'église de la Madeleine, où s'est tenue une cérémonie religieuse en présence du président Emmanuel Macron. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy. Et ce qui nous permet d'ouvrir la page culture de ce 20. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ouvert officiellement aujourd'hui même la première édition du Tonkpi Nidale Festival de l'art et de la culture dans un cadre de promotion de la richesse culturelle de ce peuple de l'Ouest ivoirien. Ce festival, une initiative du Conseil régional, vient renforcer tous les festivals existants dans la région du Tonkpi. De l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne, c'est la première œuvre de Ousmane Dindane. C'est un agent de la RTI. L'œuvre a été dédicacée en présence du directeur général de la RTI et plusieurs personnalités des médias. Le reportage de Patricia Omouetia. Ce livre se fait remarquer par le biais d'une couverture où domine la couleur bleue, en liaison sûrement avec l'appellation de Maison Bleue, par laquelle l'on désigne parfois le siège de la télévision ivoirienne. Le titre du livre, De l'arrière du décor, et un sous-titre, Une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. Ousmane Dindane avait énormément à dire puisque son œuvre comporte 400 pages. Un ouvrage parsemé de photos, d'illustrations en noir et blanc. À travers cet ouvrage, l'auteur retrace un pan de sa vie. Je faisais partie de cette catégorie d'agents appelés collaborateurs tireurs. Et je vous assure que ce n'était pas facile, parce qu'à l'époque, on n'était pas rétribué de façon régulière. Vous pouvez travailler pendant 2 ans et puis on vous donne une modique somme de 100 000 ou 120 000 francs, comme je l'ai relaté dans le livre. Ce n'était pas du tout aisé. La démarche d'Ousmane Dindane a consisté à faire découvrir ce qui se passait au sein du service décor dans les coulisses des studios A et B de la télévision ivoirienne. Le décor, c'est peut-être que le téléspectateur ne voit pas toujours cette dimension, mais c'est plus de 60% de la réussite d'une émission. Et donc c'est un grand travail qu'il abat malheureusement dans l'ombre. Il nous fait découvrir aussi finalement son histoire à travers cette œuvre qu'il a décidé d'entreprendre à titre individuel. Donc c'est vraiment beaucoup de satisfaction pour nous de lire cette œuvre. Cet ouvrage a également parlé des hommes et des femmes de l'audiovisuel élevés au statut de légende et de mythe. Il a inscrit l'histoire de la RTI dans la mémoire de notre histoire contemporaine. Alors ça, je trouve que c'est très courageux, très méritant de sa part. Félicitations à l'auteur et puis beaucoup de chance à la télévision. Je me sens dans mon élément, de trouver des visages que je connais. J'aimerais surtout que les jeunes
les jeunes puissent suivre ses pas. Et je pense que c'est une invitation à nous aussi, les anciens, de pouvoir écrire le livre. Ça porte bien son sous-titre, Odyssée. L'Odyssée dans l'histoire, c'est un grand voyage, plein d'événements de tout genre, plein de péripéties, etc. Ainsi va la télévision, ainsi a été la télévision, pour paraphraser un de nos maîtres d'ici, M. Mamadou Ben Soumaoro. Dendani était décorateur, il y avait d'autres décorateurs aussi, mais lui, sa particularité, c'est que ce qui ne parlait pas trop. Et puis il avait tendance à dire, ce que M. Bandaman vient de dire, essayons de le faire. Et on réussissait toujours. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, le jeune écolier d'Adjamé a accompli un fabuleux parcours de vie professionnelle. Ex-chef du service décor, Ousmane Dendane est actuellement conservateur à la direction des fictions, documentaires et archives. Marié, il est père de 3 enfants. On arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, M. Abel Kwame. Voilà, Dia Oufouette, que vous avez coproduit avec la RTI, retrace, on l'a dit, l'enfance du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous, vous sortez ce film 24 ans après son décès. Pourquoi? Oui, 24 ans après, parce que c'est le temps que ça a pris pour penser à produire un film d'animation. On a décidé spécialement de travailler sur son enfance. Donc l'enfance du premier président, parce que on connaît tous l'histoire palpitante, extraordinaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. On connaît son parcours, homme de charisme, homme politique, mais son enfance, par contre, il y a très peu d'informations là-dessus. Donc nous, on a décidé vraiment de se concentrer sur ce pan-là de sa vie. Et notre reporter Sita Soro s'est aussi intéressée à ce pan de la vie du premier président de la République. Elle résume ce film. Nous allons regarder et en discuter par la suite. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. L'histoire du petit Dia Oufoué, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny, c'est de cela qu'il est question dans ce film d'animation intitulé Dia Oufoué, du réalisateur et producteur Abel Kwame. Un film qui retrace l'enfance de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Recueilli par sa tante Yanso à sa naissance, Dia a reçu une éducation stricte parsemée de plusieurs interdits, même celui de jouer avec les enfants de son âge. Pour des raisons encore mystérieuses, il est interdit à Dia d'avoir tout contact avec l'extérieur, surtout avec les Blofouets, ces êtres étranges à la peau pâle qui ne sont autres que les colons. Malgré tout cela, Dia Oufoué eut une enfance joyeuse grâce à ses sœurs aînées, Adjoa et Fété, mais surtout grâce à son oncle Kwasi-Ngo, en qui il trouve soutien et réconfort. Recommandé par Christiane auprès de son père le commandant Siméon, Dia est sommé de se rendre à l'école comme tous les enfants du village. Informée de la situation, la reine Yanso se servira d'une ruse afin de tromper le colon, celle d'envoyer à l'école un gamin qui se fera passer pour Dia. Suite à la disparition de son oncle, mort dans des conditions mystérieuses, Dia prend la ferme décision de poursuivre ses études à l'école du Blofouet en se rendant par lui-même à l'école élémentaire. C'est ainsi qu'il se convertit au christianisme et délaisse le prénom de Dia au profit de celui de Félix. Dia Oufoué est un long métrage de 90 minutes qui vise à faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son premier président à la jeune génération, celle qui ne l'a pas connu. Abel Kwame n'est pas sa première production. Il est auteur de plusieurs films d'animation tels que Sundiata Keita, Le Réveil du Lion, Pokou, Princesse Ashanti et Ouais, l'histoire du masque mondial. Voilà, comme on l'a entendu, M. Abel Kwame, Dia Oufouët est un garçonnet qui a connu pas mal de drames familiaux qui ont perturbé son enfance. Oui, tout à fait. Il faut restituer quand même, il faut se restituer le cadre. On est au début du XXe siècle, donc à une époque où il y a une sorte de tension entre l'administration coloniale d'alors et les autochtones, donc les Akwe, qui
qui sont en fait ceux qui sont à l'actuel dans la ville de Yamoussoukro. Voilà. Donc avant, donc il y avait donc cette tension-là, et on est à une époque où... On n'acceptait pas les colons à cette époque. Voilà, donc il y avait une sorte de tension, une sorte de résistance, et on a une époque où il y a une vague de recrutement des jeunes indigènes, comme on appelait avant. Donc on les recrutait pour l'école occidentale. Donc voilà. Donc en général, on prenait ceux qui ne comptaient pas forcément dans la famille, et c'est eux qu'on envoyait à l'école occidentale. Avec l'aide de la réalisation, on va revenir sur ces propos de notre reporter, ces propos donc retirés de votre film, recueillis par sa tante Yamoussoukro. À sa naissance, Dia a reçu une éducation stricte, parsemée de plusieurs interdits, même celui de jouer avec les enfants de son âge. Pour des raisons encore mystérieuses, il est interdit à Dia d'avoir tout contact avec l'extérieur, surtout avec les Blofouets, donc avec les Blancs. Alors dites-nous, avec cette éducation que sa tante va lui inculquer, est-ce que ça c'est un commentaire que je vous demande de faire, est-ce que cela va avoir des répercussions dans la suite dans la vie de Dia Oufouet? Oui, absolument, parce que c'est pour ça que pour ce film-là, on met l'accent sur le nom Dia. Dia, qui est par la suite, il a changé, il a pris le nom Félix quand il s'est converti au catholicisme. Vous allez nous en dire davantage tout à l'heure comment s'est opéré ce changement. Voilà. Donc il faut dire que c'était un enfant qui était prédestiné, parce que il y avait une sorte d'initiation, parce qu'il était prince, donc il y a une sorte d'éducation spéciale, spécifique pour les princes qu'il devait avoir. Et donc, l'éducation à l'occidental n'entrait pas dans ce cadre-là. Donc, il violait les interdits, voilà, ça faisait partie de son caractère. Voilà, donc, c'était un garçon un peu... voilà, il n'aimait pas trop qu'on lui donne des ordres. Il avait quand même une certaine personnalité assez forte d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il va réussir à un certain moment à faire des choix personnels, même à cet âge-là. Et c'était à quel âge? Alors, c'était à 5 ans. Hein, à 5 ans déjà, oui, il violait les interdits. Oui, bien sûr. Alors, comment s'est opéré le changement de Dia Oufouet à Félix Houphouët-Boigny? Donc, Dia Oufouet à Félix Houphouët-Boigny, c'est quand justement il se convertit au catholicisme. Mais nous, on est vraiment dans la période de Dia Oufouet, donc l'enfance, le jeune prince qui doit être initié à la culture traditionnelle Akwe, le jeune prince qui décide à un certain moment, à cause de la curiosité de s'intéresser aux Blofouets, donc les Blancs comme on les appelait alors, le jeune prince qui décide de s'engager résolument à renforcer ses connaissances donc à l'occidental, parce qu'il avait déjà compris qu'il était important de comprendre qui est en face de lui. Donc ce jeune prince-là, donc, qui va vraiment tout donner pour être ce qu'il est devenu par la suite. Et c'est à quel âge déjà il décide lui-même en fait, de partir à l'école, de ne pas écouter ses parents, de partir à l'école? Donc c'est à l'âge de 5 ans. Puisqu'il commence très tôt, hein, déjà, il va à l'école très tôt. D'accord. Alors que voulez-vous que les téléspectateurs qui nous regardent retiennent comme enseignement de l'enfance, de l'adolescence de Dia Oufouet, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny? Ce qu'on doit retenir, c'est que en fait, le président Félix Houphouët-Boigny qu'on a connu s'est forgé ce caractère-là très tôt, par les éléments qu'on a pu recouper ça et là. On a compris que c'est pas plus tard qu'il est devenu l'homme qu'on a connu, mais c'est déjà au plus bas âge. Je pense que c'est l'élément important. Et quand on repart à l'époque, c'est à l'époque de la colonisation et autres. C'était une époque difficile. Une époque difficile. Il y avait une certaine perception que le colon avait des indigènes, comme on les appelait. Et il y avait une certaine perception que les indigènes avaient des colons. Donc, ce jeune homme-là, cet enfant, se retrouve entre ces deux feux. Entre ses parents et les colons. Et il a déjà une certaine vision de lui-même, une certaine vision de son peuple, une certaine vision de la personne qu'il a en face de lui. Donc c'est toutes ces richesses-là qu'on essaie de ressortir. Et c'est un film à regarder, absolument un film justement que vous avez coproduit avec la RTI. Dites-nous comment les choses se sont passées.
Alors, ça a été très, très passionnant, très intéressant. Pour la production de ce 4e long métrage, on a gardé notre démarche, donc une sorte d'autoproduction à chaque fois. Mais pour ce coup-là, la RTI a décidé de nous accompagner. Donc, je profite de l'occasion pour remercier la radio et télévision ivoirienne, donc la RTI, à la tête son directeur général, M. Amadou Bakayoko. Donc, ça a été un échange, ça s'est fait de façon naturelle. Ça s'est fait de façon très, très naturelle. On a échangé, on s'est compris. Le partenariat s'est fait comment Donc, voilà, donc ça a été une coproduction. Donc, on a eu un soutien financier et même logistique de la RTI pour la production de ce film. Je ne peux pas vous laisser sans parler de l'avenir des films d'animation rapidement. Alors, l'avenir est très radieux. Vous êtes le premier studio, je pense, au niveau de l'Afrique francophone à s'intéresser à produire les films d'animation. L'Afrique francophone et même l'Afrique anglophone, parce qu'il y a très peu de production de façon générale en Afrique. Voilà, à part l'Afrique du Sud qui produit de façon, qui a des productions, il n'y a pas vraiment de production, il n'y a pas vraiment de long métrage. C'est maintenant qu'il commence à avoir des entrepreneurs qui s'intéressent à ça. Mais c'est un secteur porteur. Un secteur très, très porteur, parce qu'aujourd'hui, on produit des longs métrages, on produit des séries. Surtout en Côte d'Ivoire, il commence à avoir pas mal de studios de production. Et on se souvient de vos précédentes productions, notamment Pokou la princesse Ashanti, Sondiata ou Le Réveil, ouais. Et vos objectifs sont clairement affiché, c'est que vous voulez éduquer à travers des productions ludiques en présentant l'histoire des héros africains. Justement, Dia Oufouette, devenu Félix Houphouët-Boigny, est l'un de ces héros que la Côte d'Ivoire, que dis-je, l'Afrique n'oubliera jamais. Merci, M. Abel Kwame. Merci à vous de m'avoir reçu. Le film va sortir quand officiellement? Alors, le film sort à partir du 16 décembre. La grande première, c'est le 16 décembre au cinéma Majestic. Non. Voilà, donc il sera disponible pendant 2 mois. Merci beaucoup, M. Abel Kwame, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 21. Ne partez pas. On va terminer par le sport. Le choc de la 10e journée du championnat national de Côte d'Ivoire se jouera demain dimanche 10 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny entre les 2 locomotives du football ivoirien que sont la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Un derby sur un air de revanche pour l'Africa Sport qui compte bien arrêter la SEC Mimosa, l'actuel leader du classement. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.